Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 13e épisode du podcast intitulé Do Not Go, faites entrer le réel. De quoi va-t-on parler? En fait, on va surtout parler du regard de l'artiste. Et on va partir de l'idée générale assez répandue selon laquelle l'art, de manière très générale, serait un moyen d'échapper, de fuir le réel vers l'imaginaire. De cette idée, il y a plusieurs choses déjà à en dire. Déjà, il y a une manière de peut-être croire que l'œuvre d'art est une sorte de porte vers autre chose, mais en même temps, on dénigre un peu par là, implicitement, on dénigre un petit peu le réel en disant que bon, le réel c'est le banal, c'est le quotidien, et que l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire qu'il y aurait des richesses incroyables, et que l'invention, la création artistique serait plutôt d'imaginer des choses. Et nous, ce qu'on veut penser là-dedans, ici, c'est de dire que cette manière de voir les choses, c'est pas la manière de l'artiste, c'est la manière c'est le regard du spectateur qui, lui, peut-être veut échapper à son quotidien en lisant, en écoutant une musique, en allant au cinéma, en jouant à un jeu vidéo, pourquoi pas, d'une certaine manière. Nous, ce qu'on dit, c'est que le regard de l'artiste, c'est pas ça. Lui, l'artiste, il n'imagine pas des choses, il les voit, et qu'est-ce qu'il voit? Il verrait un aspect du réel, ou le réel, et il essaierait de le traduire, le retranscrire, non pas le reformuler, mais trouver une manière, par son travail, par la création, l'écriture, la peinture, de faire en sorte que le réel s'y remanifeste de nouveau, euh, peut-être sans avoir besoin ce regard de l'artiste, grâce à des moyens de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, lui, n'a pas besoin peut-être en tout cas, une fois en sa vie, il a eu l'expérience de voir le réel, de le sentir. Est-ce que c'est que une question de vue? Non, certainement pas, mais voilà, il y a eu un affect, une sensation vraiment de ce réel, et après, bah, il ne reproduit pas. Alors, on va discuter avec une amie de tout ça. La qualité du son sera variable, donc j'ai essayé au maximum d'augmenter le volume sans le rendre, sans le saturer. Ça n'a pas été enregistré avec le micro avec lequel je fais les épisodes d'habitude. Donc, bah, on se retrouve maintenant avec cet ami pour discuter de tout ça. D'habitude, on a tout le temps, on a plutôt tendance à discréditer le réel par rapport à l'imaginaire. Oui. C'est un peu un lieu commun. Hein. Donc ça serait une façon de montrer que le réel, là je viens de penser, sur un ornement, pourquoi pas, ou sur le mode de l'intrusion. L'intrusion du réel dans l'imaginaire, c'est une sorte de fracassement, une entrée un peu insolente. Ce serait une façon de subvertir l'idée de trivial. Parce que quand on dit que l'imaginaire est supérieur au réel, on a toujours tendance à dire que le réel est prosaïque, le réel est trivial, le réel est ennuyeux, le réel est répétitif, il est ordinaire. Mm. Le couple cliché, c'est ordinaire, extraordinaire. Ouais. Et c'est une façon de banaliser ce que dit Baudelaire, puisqu'il dit que le beau est toujours bizarre, et que l'inverse du bizarre, c'est le banal. Donc le réel serait banal, ennui, répétition, et l'imaginaire serait le créatif. Mais je pense qu'en fait, l'imaginaire, c'est une façon aussi de brasser l'ordinaire et d'en montrer la quintessence. Et que il y a une étrangeté de l'ordinaire, une étrangeté du réel qui vient de l'œil qui le regarde. Avec le fameux connaître, c'est reconnaître. Oui, oui, ah bah, tout à fait. Et d'autre part, je pense à un auteur qui n'est pas souvent utilisé pour l'esthétique, mais Bergson dans Le Rire, tu sais, il y a 3-4 pages sur le dévoilement. Hein, et ce qui dévoile, hein, c'est le regard, c'est-à-dire l'intuition.
de l'artiste. L'artiste est celui qui sait aller au-delà, non pas du réel, mais qui voit dans le réel la richesse du réel. C'est-à-dire que dans le réel, il voit la richesse individuelle et c'est d'ailleurs pour ça que Deleuze s'est beaucoup intéressé à Bergson. C'est que l'artiste voit le différentiel et il quitte le genre. Il quitte le genre. Le genre uniformise. Or, c'est la même réalité, mais l'artiste, au lieu de classer les choses en genre, espèces, et en les nommant, va saisir le différentiel de chaque objet. Cette table, ce coquelicot. Donc on reste dans le réel. Donc ici, l'imaginaire ne serait plus sur un piédestal, mais bon, moi je vois bien Deleuze écrire quelque chose comme ça, sur un imaginaire horizontal. Bah déjà, il y a pas mal... En Mais tout cas, je connais moins que toi ces écrits-là. bah pas trop, mais en tout cas, je me souviens bien que chez Deleuze, tu as toute une critique de la rêverie. Si l'imaginaire, c'est juste rêver, Deleuze combat ça, l'idée que l'artiste est un rêveur, qui serait coupé du réel. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce cliché, au fond? Que l'artiste est coupé du réel. Non. Il peut être coupé du monde économique, du monde, bon, mais du réel. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça? C'est un regard sur le réel qui, tu disais reconnaître. Le texte de Bergson dit que entre les choses et le regard, il y a une sorte de voile qui est interposé, et ce voile a une fonction, c'est que l'homme est en quelque sorte obligé de se déterminer dans un monde d'action. Ouais, ça je comprends. Donc il est d'abord homo faber, il doit s'activer. Ouais. Bah parce que, enfin moi ce que je me disais l'autre fois, c'est qu'effectivement si on vivait dans un monde de pure sensation, tel un artiste à 100% en continu, c'est-à-dire qui s'étonnerait toujours de la singularité des choses, de ce qu'il voit, bah, on saisit des objets, on ne confond pas la table avec autre chose ou un coin de je ne sais quoi. Bon, on arriverait à vivre comme ça. Sinon, on passerait une journée en fait en étant ébahi, abasourdi. Tout à fait. Et donc, c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait ça au sens où on se désintéresserait d'un grand nombre de choses pour se concentrer sur l'essentiel. Mais et du coup... le monde ne tournerait pas très bien. Du coup, on n'est plus du tout dans le temps des horloges. Ouais. Et c'est vrai que ce texte de Bergson est très très beau. Ça commence par « Quel fait a tissé ce voile ?» C'est-à-dire qu'entre les choses et le regard, il y a un voile. C'est-à-dire il faut bien agir, donc il faut aller vite. Donc il y a toute une critique du langage. Le langage qui saisit les caractéristiques essentielles des objets. Donc il ne voit que le superficiel. Et il y a cette formule très, très choquante et très marrante que précisément la science est superficielle. La science est superficielle puisqu'elle utilise des concepts et qu'elle nomme les choses en extrayant des caractéristiques majeures et en laissant tomber tout le reste. Donc la science est superficielle et l'art est profond. Et en fait, le concept est superficiel, le concept scientifique. Et Bergson montre bien que les sciences et la vie ordinaire utilisent des concepts, c'est dans la continuité. Ouais. Et que l'art, l'artiste, il parle plus de l'artiste que de l'art. L'artiste, c'est celui qui dévoile, et celui qui en effet prend le temps de s'attarder et qui se désintéresse de la généralité. Et donc le réel, c'est le singulier. Le réel intéressant, c'est le singulier. Le réel que perçoit l'artiste, c'est le singulier et le différentiel. Et chez les artistes, c'est pas simplement une nouvelle description, un petit style, c'est commence à chambouler aussi notre manière de percevoir. Parce que l'imaginaire, tu as l'imagination productrice qui reproduit les images, donc finalement, elle a un rapport au souvenir. Et puis la fameuse imagination créatrice dont on fait des tartes à la crème, c'est quoi finalement l'imagination créatrice? Alors là, tu as la préface de Pierre et Jean
dans laquelle Maupassant répond à une question, parce qu'on lui demandait s'il était un auteur réaliste ou pas, s'il était réaliste ou idéaliste. Et il refuse la pertinence même de la question. Parce que, précisément, on peut se demander si des auteurs comme Maupassant, Balzac, Flaubert, c'est peut-être un peu différent. Ils ne sont pas continuellement dans la réalité, ils la retranscrivent, ils la perçoivent d'une certaine manière. Et quand Proust dit que le réel, c'est la littérature, la vraie vie, c'est la littérature. Ah, voilà. Il dit la vraie vie, c'est la littérature. C'est beau quand même. Donc il s'enferme dans sa pièce, là, qui tapisse. Il dit la vraie vie, c'est la littérature. Moi, on a envie de dire oui. Et pourquoi on dit ça? C'est extraordinaire. Et on ne va pas dire qu'il vit dans l'imaginaire, Proust. On peut dire qu'il est coupé du monde économique ordinaire. Mais quand il retranscrit dans ses livres un certain nombre d'affects, d'émotions et de pensées, oui, c'est la réalité. C'est quand on dit, tu disais, on demandait à Flaubert s'il était réaliste. Mais parce qu'en fait, souvent, quand cette question vient là, c'est parce que l'opinion commune serait que être réaliste, ça veut dire être conforme à nos perceptions. Genre, Oui. une photo c'est réaliste, mais une peinture où les limites vacillent, un trait un peu moins net, c'est moins réaliste. Pourtant, c'est pas, est-ce que le figuratif c'est le réaliste alors que. Et être réaliste, ça signifierait décrire. Alors, si être réaliste, c'est décrire ce qu'on voit, tu te rends compte du. C'est quoi être réaliste si c'est que ça. Si c'est décrire ce qu'on voit, d'abord, ce que voit Maupassant, c'est pas exactement ce que voit Balzac d'ailleurs. Donc, finalement, c'est quoi être réaliste? Alors, souvent, quand les gens parlent de l'artiste imaginatif, ils parlent de l'artiste en tant qu'il inventerait. C'est ça. Il invente des choses. Alors, il invente des choses qui n'existent pas. Alors ça, c'est intéressant. Inventer des choses qui n'existent pas. En fait, l'artiste fait exister des choses. Et quels sont les artistes qu'on a tendance à dire idéalistes ou qui se reconnaissent idéalistes? Ça te vient à l'esprit, toi? Dans les auteurs classiques, pas vraiment. Est-ce que Jules Verne, par exemple, ouais, voilà. Il a inventé un certain nombre de dispositifs techniques, genre sous-marin, le Nautilus, là. En même temps, il a décrit, quand on lit Jules Verne, il décrit les fonds marins. C'est beau d'ailleurs. Il y a une description de Jules Verne très longue, très luxuriante, qui te décrit des algues, des poissons. Donc il y a une description de la nature. Alors souvent les gens confondent naturaliste et réaliste. Et bon, c'est vrai que moi je ne suis pas professeur de lettres, donc je ne vais pas te faire un cours sur le naturalisme et le réalisme, mais un naturaliste, c'est quelqu'un qui va s'attacher à décrire de façon minutieuse la nature. Mais dans la description minutieuse de la nature, il peut ajouter ses émois. On pourrait dire que Proust, quand il décrit certains bouquets ou certains vêtements. Oui, les robes et les couleurs. Les robes. Ah. Donc je pense qu'ici, il y a la question du regard qui en effet, qui s'interpose. Le regard de l'artiste. Il est en dehors et en même temps, c'est lui qui parle. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée, en tout cas, de faire comme si. C'est comme si on n'était pas là, mais pourtant on est là. Mais on s'efface pour mieux, peut-être, justement, décrire vraiment. Et lorsque tu pensais à l'irruption du réel dans l'imaginaire, c'est ça, dans ta thématique? L'imaginaire, ou en tout cas dans l'acte de création. J'avais relu là il n'y a pas longtemps, c'est dans les 3 dialogues de Beckett. Il y a 3 petits textes où il parle de maçons
et de Bram van Velde, et où il dit ça que le peintre c'est celui qui restitue l'intuition qu'il a eue. Et il y a un côté, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Moby Dick et tout ça, alors j'ai tendance à les rattacher tous ces textes-là, parce que là Beckett lui dit que alors il dit à propos de Bram van Velde, et dont j'ai plus le souvenir d'avoir vu des peintures d'ailleurs, mais il dit c'est le premier à avoir compris que le peintre était celui qui osait, enfin échouait comme personne d'autre n'avait osé échouer avant, dans cette espèce d'entreprise impossible de peindre. Il y a tout un truc sur peindre est impossible, on n'a rien avec quoi peindre, ça va loin, mais c'est obligé pour le peintre. Et moi j'aime bien rattacher cette idée-là à Moby Dick, où on pêche, on essaie de pêcher Moby Dick en sachant que c'est impossible de pêcher Moby Dick. Et que pourtant la pensée se fait là-dedans. C'est pas dans l'illusion qu'on va capturer Moby Dick, ou dans l'illusion que même chez Balzac, alors je sais que c'est un texte controversé, mais dans le chef-d'œuvre reconnu, chef-d'œuvre inachevé, chef-d'œuvre inconnu. Oui. Il y a cette idée-là que le chef-d'œuvre n'est pas à finir, en fait, il n'est pas achevé. Ce qui voudrait dire qu'on n'arrive pas à saisir quoi que ce soit. Au sens où même l'écriture la plus finie n'aurait pas saisi ce qu'elle voudrait saisir, et qu'il y aurait... Mais dans ce cas-là, le mot en lui-même est en deçà de ce qu'il voudrait. Comment tu vois ça? Alors moi, je vais cogiter un autre truc du coup, parce que oui, l'idée que du coup on est... Alors, je suis prêt à accepter que du coup on est dans une espèce d'échec permanent, mais que toute la beauté ou la puissance de l'art ou de la pensée est justement dans ce travail-là. On y récupère quand même quelque chose. On attrape dans nos filets 2-3 trucs. On n'a pas capturé, mais non seulement on a entrevu. Peut-être qu'on a capturé autre chose. Oui, on a peut-être capturé autre chose. On n'a peut-être pas eu Moby Dick, mais une pieuvre. Oui, une petite pieuvre où on a vu un aspect de entre guillemets de Moby Dick qu'on n'avait pas vu avant. Donc ça nous a fait comprendre des choses différentes. Parce que finalement, Moby Dick, c'est quand même un roman explicitement un peu quand même philosophique, de l'idée qui échappe éternellement à ma compréhension, c'est Moby Dick et tout ça. Mais du coup, Moby Dick est né, le roman en tant que roman, et on a compris, enfin, ça nous force à penser ce que c'est de penser aussi. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que le désir est roi. C'est le désir. D'ailleurs, c'est bien une idée deleuzienne. Et c'est la plénitude du désir. Même s'il y a échouement. Parce que c'est échouement, c'est pas échec. C'est l'échouement. Personne dans Moby Dick ou en général, j'ai l'impression, dans l'art, personne n'est primé à la fin. Enfin, il n'y a pas d'histoire. D'ailleurs, oui, ils sont pas dans la frustration. Oui, ils sont pas dans la frustration. Ils ont fait. Moi, j'aime bien Brise Marine pour ça depuis toujours. C'est le côté je partirai, steamer, etc. On n'est jamais. Enfin, Mallarmé n'est jamais parti. Et, voilà, mais il a écrit, il a fait des choses. Oui, mais tu vois, on revient à cette idée de plénitude du désir, et pas du tout la négativité, la référence à la frustration, au manque, au ratage. Ce sont des idées très, très négatives pour l'écriture d'ailleurs. Mais par contre, le tourment, sans doute. Le tourment et le dessaisissement par rapport à la saisie primitive visée. L'inadéquation, mais c'est vrai, pas d'amertume. Ben là, on n'est pas dans Schopenhauer. Alors, qu'est-ce qu'il dit Schopenhauer? Schopenhauer, entre l'ennui et le désespoir, tu vois, notre vie, l'ennui et le désespoir. Bon, il y a l'art, il y a l'art quand même. Mais il veut quand même extinction du désir, il va chercher le bouddhisme. Il y a des beaux textes de Nietzsche sur l'inconscient, mais pas au sens libidinal freudien, mais ce qui échappe à la conscience. Et c'est pas simplement le rêve, c'est tout ce qui n'est pas maîtrisable, mais qui n'est pas en même temps totalement irrationnel. Ta question, c'était quoi exactement? Tu l'as formulée de plusieurs manières. Tu avais les deux pôles réel imaginaire, et tu formulais ta question de quelle manière? Parce que tu peux la formuler de plusieurs manières. Tu peux jouer avec les deux termes, réel et imaginaire.
Bah, en fait, je voulais pas renverser déjà le truc en disant on fuit l'imaginaire vers le réel, parce qu'en fait, on fuit plutôt un monde de représentation. En fait, ouais, mais j'ai pas encore identifié moi mon problème là-dedans. C'est plutôt que j'ai l'impression, effectivement, que en fait, on se place juste du point de vue d'habitude du spectateur en disant que, oh, mais regardez, enfin, si on comprend que ça, que on fuit le quotidien pour l'imaginaire, en lisant, je ne sais quoi, avec la peinture et compagnie, on n'est que d'un point de vue spectateur, c'est pas un point de vue d'artiste de créer. Que l'artiste, lui, il n'a pas jamais l'intention de fuir quoi que ce soit, de s'échapper du quotidien, tout ça, c'est Alors, pas. s'échapper du quotidien, Peut-être oui, bon. qu'est-ce que ça veut dire finalement? S'échapper du quotidien, ça veut dire qu'il y a une nécessité journalière à laquelle le travail en tant que moyen de subsistance nous rive. Je pense encore à ce texte de Nietzsche où il parle du travail comme gigantesque entreprise d'imbécilisation, sauf le travail de l'artiste. L'artiste qui est au-dessus du sol. Et il ne parle pas d'imagination d'ailleurs, mais d'une sorte de saine réaction par rapport à l'imbécilisation. Donc ici, bon, alors c'est banal de dire qu'il y a des niveaux du réel, le réel économique, le réel biologique, le réel du langage. Alors il y a la question du langage aussi, parce que quand même, l'artiste qui écrit, que ce soit le poète ou l'écrivain, il utilise le langage pour décrire. Par contre, le peintre, non, et le danseur non plus. Ouais. Il y a des artistes qui ont un autre moyen d'expression que le langage. Et quand je dis moyen d'expression, tu vois, le poète, il ne dirait pas que c'est un moyen d'expression. Qu'est-ce qu'il dirait? Il ne dirait pas que c'est un moyen. Le langage, en tant que nouveau langage, s'impose, puis ce n'est pas le langage conceptuel, il s'impose pour saisir l'évanescence. C'est-à-dire, la poésie, tu saisis l'évanescence et tu la traduis par l'intermédiaire de mots. C'est pas la même chose qu'un texte discursif de philo, par exemple. Donc, les mots vont essayer de retranscrire la fugacité d'une sensation ou d'une émotion. Moi, j'ai un exemple. Je n'ai pas fini ce poème, je n'ai pas tout à fait fini. Je traverse le Luxembourg et c'est l'époque où les tilleuls sentent très bon. Ben, c'est à peu près en ce moment, mais comme il pleut, on ne risque pas trop de les sentir. Et donc, j'ai eu cette odeur et j'ai eu un entrelacement de sensations, d'émotions et d'idées. Et j'ai eu quelques mots qui sont venus. Mais ce sont des mots, je ne dirais pas qu'ils décrivent, mais ils retranscrivent. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que les mots figent. Donc, il faut que j'entrelace les mots de manière à retrouver la sensation. Donc, c'est pas du tout les mots du concept philosophique. Voilà. Alors, je réfléchis quelquefois sur est-ce que la philosophie favorise la poésie? Oui et non, au sens où c'est une grande distance en même temps. La philosophie, un certain type de philosophie, te permet de cultiver le rare, l'étrange, l'original. Ouais, parce qu'on veut penser du singulier quand même. C'est ça. Donc finalement. Et la philosophie, quand même, elle est réflexion, faut pas oublier. Ouais. Il n'y a pas que le concept. Et la méditation. Et la méditation peut même faire silence. C'est pour ça que moi je me demande par rapport à la poésie, puisque j'ai écrit pas mal de poésie, en ce moment j'en écris pas tellement. Est-ce que la philosophie était un handicap ou un tremplin? Les deux. En fait. On a tout à gagner. En fait, j'ai l'impression qu'on a tout à gagner d'avoir. Parce que quand Oui. on lit les Balzac, les Proust et ça, ils avaient une culture philosophique quand même qui avait l'air assez solide. Peut-être que je me trompe, mais il y a quelques auteurs qui placent des fois des choses, on se dit tiens lui, il En devait. fait, la philosophie
peut amener à différer, mais justement, le geste de différer, c'est porteur. Sinon, par exemple, il y a des banalités qui peuvent être dites et qui sont intéressantes sur les surréalistes. André Breton, l'imagination au sens où elle se détourne des images ordinaires. Mais en fait, est-ce qu'ils sont hors réel? Est-ce que le surréel est hors réel? Baudelaire parle de la surréalité quand il dit le beau est toujours bizarre. Mais il dit bien que le beau est dans la vie quotidienne. Le beau est toujours bizarre. La banalité, c'est peut-être une façon de tourner le dos à la beauté du réel. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ce qui serait pas... Et c'est quoi la banalité finalement? C'est un concept intéressant chez Baudelaire. La banalité, d'abord, on s'ennuie et on voit rien. Oui, on voit pas les distinctions, tout est pareil, quoi. On voit pas. Oui, c'est une sorte de nihilisme. C'est tout se vaut, bon, c'est banal. Donc oui, en plus, c'est chercher l'extraordinaire, peut-être. Du coup, espérer autre chose que tout ça. Moi, ce que j'aime bien dans ma conception de l'artiste, c'est que justement, il n'y a pas à espérer un truc extraordinaire qui sorte du réel, puisque c'est dans le réel qu'on devrait déjà essayer de voir la beauté des différences, des variations, des changements. C'est banal parce qu'on ne regarde pas, en fait. Et surtout, c'est avoir le temps de voir. Avoir le temps de voir. C'est le temps du regard. Sinon, je pense à la façon dont ça a été formulé, cette question du réel. À partir de quand on a opposé le réel imaginaire, cette façon-là, cette façon binaire? Dans Platon, par exemple, quand il parle de fantasma, bon, eidolon, c'est l'image. Non, il y a la question de l'inspiration divine. Donc, le problème, c'est d'où vient l'inspiration de l'artiste. Est-ce qu'elle est hors du monde ou est-ce que ça vient totalement de lui ou est-ce qu'il n'y a pas une force qui le dépasse? Il y a la question de l'inspiration créatrice, mais pas de l'imagination créatrice, de l'inspiration créatrice. Donc, l'artiste, il est possédé divinement. C'est l'enthousiasme, enthousiasmo, c'est être possédé par Dieu. Et donc, ce que l'artiste produit, que ce soit l'écriture ou que ce soit autre chose, vient d'une puissance qu'il ne maîtrise pas. Ouais, il y a peut-être ça dans l'idée, l'art, c'est ce qui nous fait fuir le quotidien pour l'imaginaire, c'est qu'en fait, on aimerait bien qu'il y ait une verticalité là-dedans, qu'on quitte vraiment quelque chose. Qu'est-ce que tu appelles exactement verticalité? Je pense qu'on rêve un peu de transcendance là-dedans. Oui. Et que l'artiste, lui, il dit non, attendez, pas du tout, c'est pas ce que j'essaie de faire. Parce que même quand l'artiste se sent dépassé par une puissance dont il ressent les effets, mais dont il ne se ressent pas comme cause, ça peut t'arriver quand tu écris. On n'est quand même pas totalement dessaisi de soi-même. Même s'il y a une inspiration qui nous échappe, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir soudain, à un moment non prévu, un ensemble d'idées qui soudain s'organisent? Oui, mais après je le repense comme un travail, ça dans Proust aussi, le travail souterrain, voilà, pensée involontaire. C'est ça. Le travail souterrain, c'est vrai que de façon régulière, il apparaît. En même temps, c'est bien que c'est le nôtre. Mais c'est un travail qui se fait un peu à notre insu. Il se fait à notre insu, mais il se fait à notre insu parce qu'on a sué sang à EO pendant des journées entières pour arriver à des effets. Parce qu'il se fait à notre insu, mais c'est pas comme... Il pas tant que ça, parce que quand on marche, la tête qui pense, le fait de cogiter tout le temps, etc., on est témoin de ces moments-là. Donc, mais on est pas en fait, c'est cette fameuse organisation, cette fameuse cohérence des idées. Quelquefois, la cohérence qu'on cherche, d'ailleurs, se fait à un autre moment.
Et on a l'impression de ne pas l'avoir maîtrisé, mais là, Nietzsche aurait des belles choses à dire sur la conscience. C'est pas conscient, mais c'est en nous. Mais en effet, on n'en est pas conscient. Là, pour retrouver le réel, là, c'est la réalité de l'expérience artistique. Mais ce qui doit être extraordinaire, tu vois, là, parce que là, on est quand même dans l'écriture, la poésie ou la littérature, mais le danseur. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de danse, et quand tu danses, t'as pas de mots. Et à une époque, je ne sais plus ce que j'écrivais, mais je pestais un peu parce que je trouvais que le danseur n'avait pas les mêmes tourments que l'écrivain. Parce qu'il y a une jouissance du geste, toujours. Même si tu rates une arabesque, il y a une jouissance du corps constante. Constante. Mais danser, ça veut dire, tu vois, tu peux même jouir de savoir poser le pied par terre. Et c'est mental aussi. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. Donc là, la réalité du danseur, il n'est pas dans la disjonction du réel et de l'imaginaire. Et tu danses quelque chose, tu as immédiatement de la joie. Tu écris quelque chose, tu n'as pas toujours immédiatement de la joie. Quelquefois oui, quelquefois non. Et puis, tu ratures, tu as des tourments. Alors attention, la danse, tu répètes aussi. Oui. Tu répètes les gestes. Mais il y a si tu veux, il y a une volupté de la danse immédiate. Oui, parce qu'en fait, le truc, enfin, je sais pas, c'est le cas de tous les écrivains, etc., mais dans l'écriture, tu as un côté, surtout ce que tu es, même si tu as le temps, que tu as toute ta journée pour écrire, dans tout ce que tu vas écrire dans ta journée, qu'est-ce qui reste finalement Quelquefois, tu as une phrase, hein. T'as une phrase. Quelquefois, en plus, le lendemain, tu n'es pas content. Voilà. Et t'as pas, voilà, t'as pas dansé. Et t'as pas avancé. C'est ça, c'est pour ça, à cette époque-là, je me disais, vraiment, il vaut mieux être danseur qu'écrivain, je pestais. Hein. Et parce que je te dis, il y a la volupté fugace. Tu vois, réel imaginaire, on ne va pas demander à un danseur, vous êtes réaliste ou imaginatif. Mais un chorégraphe, à la limite, on peut lui demander. Ah oui, si, il peut. Mais du coup, ça devrait nous indiquer que la question n'a pas de sens non plus pour l'écrivain. Peut-être. En fait. Parce que, ok, il n'est pas en train de danser, mais c'est peut-être parce que de toute façon la distinction corps-esprit n'a pas trop de sens là-dedans pour l'artiste. Et puis, c'est un art de la fugacité en même temps. Tu vois, par exemple, ce danseur qui est là, il danse l'oiseau de feu. Et c'est Cyril Atanasoff. Et bien, ceux qui l'ont vu... Non, c'est Michael Denard, pardon, Michael Denard. Ça n'arrive qu'une fois. Il a fait quoi 4 représentations. Et après, c'est fini, c'est plus le même danseur. Donc, un livre, tu peux le relire. Un ballet, et ça, c'est terrible. Hein. Tu peux le filmer. Tu peux le filmer. Mais pas pareil. Ouais. Mais c'est déjà la lecture de rien. Parce que là, on parlait. Tout à l'heure, je disais, oui, il faut se mettre du point de vue de l'artiste, etc. Mais n'empêche que quand toi, tu es lecteur, tu dois être disposé à pouvoir lire. Il faut réapprendre à lire une deuxième fois pour lire Proust ou Victor Hugo. Et finalement, pour regarder un danseur, il faut être aussi. Enfin, faut être autre chose, parce que dans Proust, tu sais, t'as pas mal de trucs sur la petite phrase de Vinteuil où il parle de Swann comme d'un amateur d'art. Et ça a tout son sens. Il dit bien que c'est pas un artiste et un amateur qui a certaines choses, mais ça reste juste un spectateur en fait. C'est vrai. Alors que ce serait intéressant de travailler sur l'idée d'être certes un spectateur, mais avec des yeux, presque des yeux d'artiste, quoi. On n'est pas, nous, dans un procédé de création, mais on regarde à la hauteur de ce qu'on regarde, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'un artiste peut être aussi un spectateur regardant des artistes. Un artiste spectateur d'artistes. Ouais.
Oui, en effet, la différence entre l'artiste et l'amateur d'art, elle est importante. Hein. Je fais une association, mon frère aîné qui était peintre disait tout le temps je ne suis pas amateur d'art. Puis il disait ça, il était un peu fâché, je ne suis pas amateur d'art. Ça ne m'intéresse pas. On sentait qu'il y avait, tu vois, une sorte de combat là, pas de mépris, mais d'hostilité. Et d'ailleurs, l'amateur d'art, il ne crée pas. Ouais. C'est ça le grand problème. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que la qualité audio était quand même suffisante pour bien entendre les propos. Je remercie cet ami bien sûr d'avoir amplement participé à tout ça. Et je crois, bon, elle a fait tout l'épisode. Hein. C'était très bien, c'était bien mieux comme ça. On se retrouvera dans 2 semaines pour parler de Caligula de Camus. Je vous présenterai le texte et j'en ferai quelques lectures. Je remercie Karine d'une fille un podcast. Je remercie Je Game Moi non plus, le podcast consacré aux jeux vidéo que je vous conseille toujours d'écouter. Abonnez-vous, franchement c'est toujours un plaisir et puis très intéressant à suivre. Et je pense que après Caligula de Camus, on fera un épisode sur se défaire de nos rages. J'ai commencé à préparer un petit peu, mais en ce moment, je n'ai à peine le temps de respirer. Voilà, écoutez, en tout cas, merci en tout cas d'avoir écouté. Et puis, vous pouvez vous rendre sur commentpassant.fr pour en apprendre plus sur le podcast. À bientôt, salut.